Merci à tous d'être venus pour cette conférence. Donc, moi, je suis Émilie Alonso, la directrice du musée de Saint-Romain-en-Galles. Je voulais vous remercier d'être venus si nombreux et puis remercier Garom et les Amis de Vienne pour être présents toujours à nos côtés pour proposer des cycles de conférences. On est ravis parce que nous, on a une programmation culturelle dans laquelle ces conférences s'insèrent. Et voilà, donc il y a tout un cycle, Peter va vous en parler. Nous, on a aussi une belle programmation en perspective avec des visites continues. Et puis pour les vacances de Pâques, on a une résidence d'artistes, de tailleurs de pierre, de chercheurs autour de l'archéologie expérimentale, notamment Nicolas Montex, qui est maître de conférence à l'université de Caen, qui sera là pour travailler sur les boulangeries pompéiennes autour de la taille de meule notamment. Donc on aura des stages d'étudiants aussi cette première semaine de Pâques et entre donc le week-end du 16 avril, le week-end qui est entre les 2 semaines de vacances, on va présenter au public leurs travaux et leurs démonstrations. Et puis ensuite, on a toute une programmation aussi de conférences, de visites, d'expositions, d'ateliers, les journées de l'archéologie, la nuit des musées, qui cette fois-ci sera en extérieur. J'avais envie qu'on essaye un peu la nuit des musées dehors au mois de mai, donc on investira le site archéologique et puis une belle programmation jusqu'à tout cet été. Donc voilà, je vous en parlerai les prochaines fois. Je laisse la parole à Peter et je voulais vous remercier et remercier infiniment Vincent Guichard que tu présentes et que je présenterai après. Bonjour tout le monde. Donc comme d'habitude, je voulais vous parler 5 minutes ou 2 minutes sur notre programmation parce que ce mois-ci, c'est le grand mois des musées. Et on commence aujourd'hui et encore en 15 jours et encore en 3 semaines. On va parler des 3 grands musées qui sont un peu partenaires de ce musée ici à Saint-Romain-en-Galles. Ce sont des musées qui sont liés directement à des sites archéologiques. Aujourd'hui, on a Bibracte, près d'Autun. Ensuite, dans 15 jours, on aura Bavay, dans le nord de la France. Il y a un musée juste à côté, des vestiges très impressionnants, romains. Et le 1er avril, on a Aventicum à Vanches. Encore une fois, cette fois pas en France, mais en Suisse, avec un musée lié étroitement à un grand site archéologique. Et je vais juste vous dire, comme d'habitude, parce que je suis de Garonne, on a un grand conférencier aussi, la semaine prochaine à Lyon, et c'est Alain Bouet, expert des termes romains, qui sera à Lugdunum, au musée Lugdunum, pour notre conférence samedi. Pour nous, ce n'est pas l'après-midi, c'est le matin, c'est à 10h15. Donc c'est très intéressant à mon avis. C'est un grand archéologue qui vient de Bordeaux. Donc on a fait des gros efforts pour amener ce monsieur avec les avions et son hôtel à Lyon, etc. Et donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est à la part de Roger, que la dernière conférence qu'on a eue ici, il y a 2-3 semaines, c'était la conférence de Tony Silvino sur ses fouilles. J'ai oublié, c'était où? À Revel-Tourdon, dans l'Isère. Et pour la première fois, on a réussi à enregistrer cette conférence. Donc, si vous n'étiez pas là, ou vous avez raté quelque chose, vous pouvez regarder sur YouTube. Voilà. Merci à tous. Et donc, on accueille Vincent Guichard, qui est le directeur de Bibracte. Donc, il va présenter son musée et le site archéologique et le centre d'archéologie sur l'âge du fer. On est très heureux de l'avoir ici avec nous aujourd'hui et je voulais simplement vous dire qu'il fait aussi partie de notre comité scientifique. Vous savez que le projet de Saint-Romain-en-Galles est en
pleine rénovation. On est en train de réfléchir à notre futur musée et Vincent Guichard est à nos côtés aussi pour amener son expertise pour qu'on puisse aussi bénéficier de son expérience sur la direction de ce musée de site, le centre de recherche et tout le travail qu'on veut faire aujourd'hui sur l'archéologie, demain avec les étudiants et la reprise de la recherche des étudiants aux côtés de nos archéologues ici. Voilà, merci et bonne conférence. Écoutez, je suis très heureux d'être dans une salle qui est pleine et merci à vous tous alors, de m'avoir invité. Le musée de Saint-Romain, le musée de Vienne, Garome, hein, donc une invitation interdépartementale, hein, si je comprends bien. Le titre, Les devis de Bibracte, alors c'est un peu... en fait, ça se traduit par le fait que je vais être obligé de vous faire deux interventions en une et que ça va être un peu dense. Donc la première partie, qui va être la partie probablement archéologique, c'est quoi l'archéologie de Bibracte? Je vais peut-être y aller à toute allure, pour pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce que l'on fait à Bibracte aujourd'hui, hein, en termes de mise en valeur de site, parce que c'est un questionnement important pour le site de Vienne, Vienne-Saint-Romain-en-Galles, évidemment, les deux côtés du Rhône à la fois, même si les conditions géographiques et humaines ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que regardez, j'ai la chance énorme, le Mont-Beuvray, c'est ça aujourd'hui, le site de l'ancienne Bibracte, 0 habitants. C'est le bonheur pour un archéologue. Hein. Là, je ne sais pas quelle est la population de l'agglomération viennoise aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu plus que ça. Et en tout cas, il y a des flux de voitures un peu plus importants que sur le Mont-Beuvray. Donc, un défi qui est nettement plus compliqué pour vous que ça peut être pour nous en termes de mise en valeur du site. Les devis, c'est très simple. Hein. La ville de Bibracte est éphémère. Elle a duré presque exactement la durée du 1er siècle avant notre ère. Donc, siècle extrêmement important. Qui voit aussi l'émergence de la ville romaine de Vienne, complètement abandonnée, à tel point qu'on avait oublié sa localisation, et réinventée par les archéologues. Donc c'est la deuxième vie qui commence dans les années 1860 et qui se continue aujourd'hui. Donc voilà, les archéologues sont restés déjà, ils sont en place depuis plus d'un siècle et demi sur le site, et la ville n'a duré qu'un siècle. C'est un peu le paradoxe, hein, de cette affaire-là. Donc on va rentrer dans l'exposé. Donc on n'est pas tellement loin, hein, de Vienne et plus globalement du confluent du Rhône et de la Saône. Donc au cœur du territoire des Éduins, hein, ce peuple éduin qui a toujours eu quelques difficultés avec son voisin méridional, les Allobroges, hein, parce qu'évidemment, c'était des acteurs majeurs qui contrôlaient cette grande artère qui faisait communiquer la Méditerranée et la mer du Nord, qui était l'axe Rhône-Saône. Il y avait beaucoup d'argent à se faire en contrôlant cette circulation-là. Et on sait qu'à plusieurs reprises, les Éduins et les Allobroges ont eu maille à partir. C'est une des raisons qui explique que Rome est allé mettre les pieds dans nos régions dès la fin du IIe siècle avant notre ère. Bon, cette histoire est difficile à raconter parce qu'on en a quelques bribes. Mais le territoire éduin, on le connaît bien, assez bien son périmètre au Haut-Empire, hein, donc à l'époque où la capitale est Augustodunum, c'est-à-dire Autun, donc strictement contemporaine de la Vienne antique. Donc c'est un territoire qui donc s'appuie à l'est sur la Saône et qui s'appuie à l'ouest sur la Loire, hein, qui est ici, voilà, avec le Morvan, qui est un bastion au centre. Et en fait, voilà, donc la capitale est installée ici vers 15-12 avant notre ère, comme la plupart des capitales de cité des Trois Gaules. Et en fait, l'histoire urbaine d'Autun commence à 20 km à vol d'oiseau plus à l'ouest, sur un des principaux sommets du Morvan. C'est ce mont Beuvray, donc, dont le nom est issu de la forme antique Bibracte, qui nous est surtout connu par le récit de Jules César, puisque Bibracte a été un lieu important de la guerre des Gaules, notamment d'un point de vue symbolique. C'est l'endroit où Vercingétorix a été confirmé à la tête de la coalition gauloise juste après la bataille de Gergovie, c'est-à-dire quelques semaines avant la bataille d'Alésia. Et c'est à Bibracte que César nous dit avoir passé son dernier hiver en Gaule, l'hiver 52-51 avant notre ère. Et c'est là qu'aurait été écrit, si on veut bien le croire, hein, mais il faut croire les textes des auteurs anciens, il faut avoir un peu d'optimisme, donc aurait été écrit le De Bello Gallico. Donc c'est aussi un lieu de mémoire, c'est-à-dire c'est le lieu qui est le Mont Beuvray, qui est lié à un des événements, on peut dire, fondateurs de ce qui sera l'histoire de France qu'on écrira 2 millénaires plus tard.
Donc voilà, oui, le rapport étroit entre Autun, les flèches de la cathédrale qui est au cœur de la ville antique, et le Mont Beuvray, Bibracte qui est au fond. Donc on voit que le nouveau site d'Autun s'est installé, voilà, on a voulu garder le lien visuel avec le site que l'on abandonnait. On reviendra un peu plus tard dans l'exposé sur les conditions, les modalités de ce transfert. Donc c'était un site important aussi pour la recherche archéologique, puisque c'est en partie à Bibracte, sur le Mont Beuvray, qu'on a inventé l'archéologie des Gaulois au XIXe siècle. Et puis aussi une problématique propre, je dirais, aux enjeux du XXIe siècle, la fin du XXe, début du XXIe siècle, quand le projet redémarre. On est dans une région de moyenne montagne qui souffre d'un certain nombre de difficultés, de tout ce qu'on va trouver dans les espaces hyper ruraux de moyenne montagne en France, et qui sont un enjeu qu'on essaye d'affronter aujourd'hui dans le cadre du projet de site. Voilà. Donc les fouilles ont démarré dans la dynamique du programme de recherche lancé par Louis-Napoléon Bonaparte sur les lieux où César s'était illustré comme chef de guerre. Donc c'est un programme qui commence à la toute fin des années 1850 et qui va se traduire par des fouilles de grande ampleur. Les plus connues sont celles d'Alésia. Et puis, bon, Bibracte n'intéressait pas directement l'empereur parce qu'il n'y a pas eu de bataille sur le site même, il y en a une à côté. Mais néanmoins, il y a eu un engouement pour se passer pré-romain dans le sillage de l'intérêt impérial, avec une émulation dans les sociétés savantes. Et voilà, donc, localement, un grand personnage, un grand mécène de la ville d'Autun, réinventeur aussi de la ville d'Autun antique, Jacques-Gabriel Bulliot, qui a été le premier à pointer du doigt le Mont Beuvray comme lieu de l'ancienne Bibracte, et qui a commencé des fouilles au milieu des années 1860, dans les premières années, avec une gratification de l'empereur. Et il va consacrer pratiquement 35 ans de sa vie à étudier le site, avec un travail tout à fait remarquable, parce que quand il commence les fouilles au milieu des années 1860, on ne connaît strictement rien de la réalité matérielle, de la culture matérielle des Gaulois contemporains de César. Et c'est vraiment les fouilles du Mont Beuvray qui vont révéler cela, donc avec une méthode qui s'est construite au jour le jour, parce que l'archéologie s'est inventée dans ces grandes fouilles de la deuxième moitié du XIXe siècle, donc un souci de systématique dans l'inventaire des données de terrain et les données matérielles, donc avec des fouilles de très grande ampleur. On voit des dizaines et des dizaines de bâtiments qui ont été fouillés. Alors avec la main-d'œuvre, c'était des paysans, donc c'était du déblaiement, mais il n'empêche, le constat est plutôt de bonne qualité. On le réutilise encore tous les jours aujourd'hui, et des collections abondantes, pas très spectaculaires, mais extrêmement abondantes, qui sont aujourd'hui partagées entre le musée d'Autun et le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il y a eu plusieurs hasards heureux dans l'histoire récente de Bibracte. Donc, c'est d'abord le premier fouilleur, Jacques-Gabriel Bulliot, avait un souci, je dirais, de rigueur dans la documentation du site. Donc, il a fait un travail exceptionnel de qualité pour son époque. Et quand il a pu aller sur le terrain à la toute fin de sa vie, à partir de toute fin des années 1890, il a eu la possibilité de passer la main à un neveu, qui était un industriel de la région, de Roanne d'ailleurs, et qui finalement va être l'auteur de la première grande synthèse de l'archéologie préhistorique et protohistorique européenne. Donc la postérité de Deschlet, qui a été un des plus grands savants de l'histoire de l'archéologie européenne, est indissociable de la postérité des fouilles de Bibracte, parce qu'au début, Deschlet profite de la notoriété de Bibracte, qui est déjà établie quand il reprend les fouilles à la fin des années 1890, pour établir sa notoriété personnelle, en établissant des comparaisons avec des sites d'Europe centrale qu'il avait pu visiter, et ça avait complètement échappé à son oncle. Et fort de ces résultats, il a été poussé par Salomon Reynac, qui était directeur du musée des Antiquités nationales, pour faire des travaux de synthèse à l'échelle européenne. Et il est l'auteur de la première grande synthèse, comme je vous l'ai dit, qui est parue entre 1908 et 1914, sachant qu'il est mort dans les premiers mois de la guerre. Donc voilà, on a eu l'habitude, moi j'aime bien présenter ce tableau du manuel de Deschlet, qui montre bien
la largeur de vue qu'il avait. Il était industriel, il se voyageait beaucoup pour vendre les textiles de son entreprise, mais il conciliait l'utile et l'agréable. C'est-à-dire qu'il avait énormément visité de musées, il avait une érudition exceptionnelle, et c'est vraiment lui qui a vu, je reprends ces termes, d'un article publié en 1899, que le Mont Beuvray était la partie émergée d'un phénomène historique d'ampleur européenne. Voilà. Rien moins que ça. La mort de Déchelette et donc le début de la Première Guerre mondiale sont le début d'une période de désaffection complète du site par la communauté archéologique. Déchelette n'était pas universitaire, il n'avait pas d'élèves, donc cette génération de grands érudits des sociétés savantes de province qui a été laminée par la Première Guerre mondiale a créé un énorme vide dans l'archéologie métropolitaine française, et ce vide, on a commencé à le combler uniquement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc entre 1914 et 1950, il y a très peu d'archéologie métropolitaine. Dans cet intervalle de temps, donc entre 1914 et la reprise des fouilles qui se fait en 1984, donc 70 ans plus tard, il y a un changement profond du paysage du site et du Morvan en général. Le Morvan, entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle, perd 80% de sa population. Donc, exode rural, population masculine laminée par la Première Guerre mondiale, et le paysage, l'évolution du paysage va traduire cela, avec la forêt qui va doubler son emprise dans le massif du Morvan. Et toutes les zones sommitales du Mont Beuvray, ou la grande partie des zones sommitales du Mont Beuvray à l'intérieur des remparts, étaient en pâturage au XIXe siècle, ce qui facilitait les fouilles, ont été complètement ensevelies sous la forêt au XXe siècle. Donc ce n'est pas une problématique importante pour nous. Donc encore un hasard heureux. Donc oui, on a eu l'intérêt pour le site de Jules César au 1er siècle avant notre ère, de Louis-Napoléon Bonaparte comme empereur des Français dans les années 1860, et puis une troisième bonne fée, si je puis dire, qui s'appelle François Mitterrand, qui a été pendant très longtemps, nombreuses décennies, élu et parlementaire dans le Morvan, et donc qui connaissait parfaitement le Mont Beuvray. Et quand la communauté archéologique, au printemps 1981, lui a proposé, par l'intermédiaire de Jacques Lang, de réouvrir ce dossier archéologique majeur, qui était complètement oublié, évidemment, il a dit oui, c'était pour lui l'occasion de laisser une trace sur l'ancienne circonscription du député Mitterrand. Voilà. Donc on vit encore dans ce sillage-là aujourd'hui, avec un compagnonnage étroit avec le ministère de la Culture, qui est extrêmement important. Enfin, je veux dire qu'on est extrêmement chanceux de ce point de vue-là, avec une continuité de l'appui de l'État qui m'étonne tous les jours. Donc, en fait, très vite, on a repris les fouilles en 84. J'étais pas encore acteur des fouilles, j'étais pas très loin. Ça fait déjà quelques temps que je travaille à Vibract. Donc, très vite, on s'est aperçu que pour dépasser le constat de 35 ans de fouilles archéologiques au XIXe siècle, il fallait beaucoup de monde, beaucoup de bras pour pousser les brouettes. Et très simplement, sans y réfléchir, on est allé enrôler des collègues dans des pays limitrophes. Alors ça a été au départ, ça a été l'Espagne, c'était l'Italie du Nord, ça a été la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et puis des pays plus lointains, la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Donc en quelques années, on a élargi, donc des collègues ont été invités à venir avec leurs étudiants participer aux fouilles du Beuvray. Ils ont été tous ravis de le faire dans un site qui avait un peu de prestige, et puis en plus c'était une occasion extraordinaire de brassage de points de vue et d'échanges à l'échelle européenne. Il n'y avait pas d'autre équivalent. Donc ce projet est devenu européen de fait, avec des contacts au-delà du rideau de fer, parce qu'on est au milieu des années 80, qui ont certainement beaucoup compté pour renforcer l'intérêt que le pouvoir politique a pu porter au Mont Beuvray dans un esprit de construction européenne qui se faisait sur le terrain et qui reste notre marque de fabrique encore aujourd'hui, 40 ans après. Et en fait, là, vous avez une carte de répartition des sites urbains fortifiés de la fin de l'âge du fer, qu'on appelle, selon du nom latin, d'oppidum, pour reprendre le terme de César, donc avec un vaste espace qui va jusqu'à pratiquement aux limites de l'Ukraine, ici, et qui correspond en fait aux partenaires scientifiques principaux de ce programme de recherche aujourd'hui. Donc grâce à cette impulsion venue du plus haut niveau de l'État, on a eu la chance
de pouvoir mettre en place, mais comme vous l'avez aussi à Saint-Romain-en-Galles, hein, avec une géométrie un peu différente, mais ça s'est fait dans les mêmes années, un équipement absolument assez extraordinaire, hein, puisqu'on a un centre de recherche qui peut héberger une centaine de personnes. On a un musée de site plutôt bien, mais celui que vous avez ici est pas mal non plus, hein, qui est derrière, à 4 km du centre de recherche. Et puis également, on a fait l'acquisition foncière de l'ensemble du site patrimonial. Donc là, c'est un peu plus grand que le parc de Saint-Romain, puisque c'est près de 1000 hectares. Mais le terrain coûte un peu moins cher, il est un peu moins bâti. Donc c'était plus facile. Et donc des partenariats qui tournent progressivement d'une décennie à l'autre. Et vous voyez les partenaires principaux qui sont impliqués aujourd'hui, donc évidemment un certain nombre de campus français, mais également on va retrouver beaucoup des Tchèques, des Hongrois, des Polonais, des Slovaques et des Roumains, hein, et puis des Suisses évidemment en proximité, et des Britanniques d'ailleurs qui ne sont pas sur la liste. Donc voilà, on va un petit aperçu du dossier archéologique, mais si vous voulez en savoir plus, il faut évidemment aller visiter le musée, le site de Bibracte, où tout ça est détaillé. Donc le site est grand, hein, il est beaucoup plus grand que ce que l'on pensait au XIXe siècle. Le site connu par Jacques-Gabriel Bulliot, c'était 140 hectares. Au début, à la fin des années 1980, on a réalisé qu'en fait, il y avait un rempart beaucoup plus grand qu'il n'avait pas vu, qui portait le site fortifié à 200 hectares. Et puis aujourd'hui, en faisant des prospections sur les territoires alentours, ce qui n'est pas facile parce qu'on est sur des terrains très boisés ou avec du pâturage, on s'aperçoit qu'il y a aussi des sites satellites autour, hein, des espèces de quartiers suburbains, mais dont un extrêmement important dont je vais reparler. Et en un siècle et demi, on est intervenu archéologiquement sur moins de 10 hectares. Hein. Et quand on dit intervenu, on n'a pas épuisé le sujet. Donc vous voyez, il y a une ressource qui est durable. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a construit des bâtiments en dur pour accueillir les archéologues, parce qu'il y a vraiment matière à travailler sur la longue durée, même si on est toujours attentif à faire un compromis dans nos chantiers entre ce que l'on fouille pour faire avancer la connaissance et ce que l'on préserve, sachant que la fouille archéologique détruit, hein, son objet d'étude. Hein, c'est toujours voilà. Donc on a un compromis permanent. Donc voilà. Donc quelques dossiers avant de rentrer dans les remparts de la ville. Un dossier qu'on a repris récemment. Donc Bibracte est ici. Est à 4 km de la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Seine et le bassin de la Loire. Lyon prend sa source à 4 km hein, de Bibracte. Et on sait depuis le 19e qu'il y a un temple gallo-romain à cet emplacement-là. Hein. Et donc on a pu reprendre les fouilles, en fait on s'est aperçu, et les prospections, qu'on avait des vestiges strictement contemporains de Bibracte, c'est-à-dire 1er siècle avant notre ère, qui s'étendent sur près de 100 hectares autour des sources de Lyon. Hein. Donc voilà, donc on avait sous-estimé en fait l'organisme urbain en ne regardant que dans les remparts. On pressent au moins une autre agglomération de ce type-là sur le versant sud du site, mais qui est moins bien caractérisée. Donc il faut imaginer un territoire du sud du Morvan avec une densité de population qui était anormale. Voilà le col des sources de Lyon avec le mont Beuvray au fond. Donc vraiment un lien très fort entre les deux sites. Et on a pu faire quelques sondages donc, pour vérifier qu'on avait exactement la même nature d'occupation urbaine que sur le mont Beuvray. La particularité, c'est que en fait, ce site a continué d'être utilisé à l'époque romaine, mais uniquement comme un lieu religieux et probablement un lieu de mémoire, à proximité des sources, avec cet ensemble de 3 temples de plan centré, hein, des phanas, qui avaient été très très mal dégagés dans les années 1970 et dont on a repris ponctuellement la fouille, avec la question de savoir c'est quel est le rapport entre ce sanctuaire du Haut-Empire, qui a une forme architecturale proprement gallo-romaine, et l'occupation antérieure du 1er siècle avant notre ère. Est-ce qu'il y a une continuité, ou est-ce que le site religieux s'installe ex nihilo sur un site qui a déjà été abandonné? Donc ça, c'est un travail qui est fait par des collègues de l'Université de Durham, un peu chirurgical, parce qu'on est sur un site hyper protégé au titre de l'environnement, donc il n'était pas question de couper un arbre, donc faire des sondages limités sur un des temples. Et en fait, vous voyez, quand on a sur le sondage, il y a énormément de murs emboîtés, parce qu'ils montrent qu'en fait, on a plusieurs temples les uns sur les autres. Hein, tous ces murs gigognes témoignent de différentes étapes. Hein, donc
Voilà, trois principales étapes. On doit finir la fouille l'été qui vient, et avec la certitude d'avoir déjà un état d'architecture de plan centré avant le changement d'air. Donc on a toutes les raisons de penser qu'on est dans un des rares cas où on peut démontrer que cette architecture religieuse de plan centré, qui est propre aux trois Gaules, hein, dans l'Empire romain, on hérite en fait de formes architecturales plus anciennes et probablement d'une fonction religieuse qui est déjà établie au 1er siècle avant notre ère. Et on a quelques indices qui nous laissent penser qu'on a même des choses plus anciennes que le 1er siècle avant notre ère. C'est le sujet de la campagne de fouilles de cette année. Des temples de ce plan-là centré, on en a 2 sur le mont Beuvray, mais pour lesquels le constat archéologique n'est pas aussi riche que ceci. Je passe du coq à l'âne. Un autre aspect d'aborder la ville, c'est évidemment essayer de comprendre son territoire. Alors, on n'a pas de fouilles de sauvetage qui nous permettent d'apprécier de façon précise la densité d'occupation à l'époque du site, et puis les fluctuations de cette occupation qui sont induites par la création de cette agglomération importante sur le mont Beuvray. Parmi les voies indirectes, et pour lesquelles le Morvan est particulièrement propice, c'est l'étude des tourbières, parce qu'on a beaucoup de tourbières dans le Morvan. Vous savez que les tourbières enregistrent la pluie pollinique, hein, et les pollens se conservent très très bien dans les sols acides des tourbières, et ça nous donne, alors évidemment avec une précision de quelques décennies au mieux, l'évolution de la végétation sur une très très grande période. Hein. Donc si on regarde sur les tourbières du Morvan, et notamment celle-ci qui est aux sources de l'Yonne, on voit qu'on a une phase d'abattage d'arbres et d'ouverture du paysage qui est très forte autour de la fin de l'âge du fer et du début de l'époque romaine, et qui est en plus liée à des signaux de pollution, hein, parce qu'aussi les poussières lourdes de l'atmosphère vont se piéger dans les tourbières, avec énormément de retombées de plomb à ce moment-là. Alors on sait que sur toute la planète, les exploitations de plomb d'époque romaine ont pollué les sédiments, mais là, par des études un peu fines, isotopiques, on a pu montrer que ce plomb était d'origine locale. Donc, ce qui montre aussi qu'il y a une activité industrielle importante liée à l'extraction des minerais métalliques et au travail des minerais métalliques. Ce qui nous a induit à aller voir un petit peu plus près les traces de mines anciennes, et en fait, pour s'apercevoir qu'il y en a absolument partout, hein, sur le territoire du Morvan. C'est des mines à ciel ouvert. Hein. Il n'y a qu'à l'époque romaine qu'on va commencer à faire systématiquement des mines en galerie, donc des tranchées qui peuvent avoir 10, 15, 20 mètres de profondeur et qui souvent sont encore très très ouvertes et très, très visibles 2000 ans après. On en a des dizaines et des dizaines et des dizaines dans le paysage. Évidemment, leur datation est compliquée parce qu'il va falloir aller fouiller, mais celle qu'on a pu fouiller montre bien qu'on avait une période d'activité privilégiée qui était la fin de l'âge du fer. Il se trouve qu'on en a même plusieurs dans l'enceinte de Bibracte. Hein. Donc comme il y a beaucoup d'objets qu'on rejetait, beaucoup de poubelles, hein, et d'objets, donc on a dans le comblement de ces tranchées minières, on voit ici on a des objets qui nous permettent d'être certains que cette exploitation a été faite à l'époque d'activité de l'oppidum. Les métaux exploités, c'est beaucoup de choses, et c'est, en tout cas dans ce cas précis, c'est des sulfures de plomb qui contenaient beaucoup d'argent. Donc probablement on recherchait l'argent pour frapper de la monnaie, parce qu'on sait qu'on a frappé de la monnaie sur le site. Donc le paysage est quand même très affecté par ces accidents topographiques. Ensuite, voilà, la seule monumentalité qui est préservée de la ville antique, puisque nos Gaulois ne construisaient pas vraiment en pierre, c'est le tracé des remparts. C'est pour ça qu'il a été, là je vous ai mis le premier plan qui montre des vestiges archéologiques du mont Beuvray, qui était un plan en fait dans des pièces d'un procès du début du XVIIe siècle. On voit, vous voyez, des tracés en fait de limites de pâturage qui dessinent le pourtour du rempart. Ce rempart, voilà, il est très visible dans le paysage. Hein, en fait, c'était un rempart qui était, imaginez une élévation de 3-4 mètres en pierre, qui est complètement éboulé, qui était là-haut. C'est un mur terrasse. Et en avant, une terrasse avancée qui pouvait par endroits être occupée par un fossé avancé. Donc quelque chose d'assez conséquent et qui est encore très, très, très visible aujourd'hui. Donc si on veut vraiment se rendre compte de l'ampleur de la ville de Bibracte, il faut faire le tour de ces 5 km de remparts qui sont intégralement visibles. Ces remparts donc, sont
Donc ici, les premières fouilles au 19e ont eu lieu à l'emplacement d'une des portes principales, la porte du Rebou. Et le fouilleur Bulliot avait tout de suite réalisé qu'en fait, les vestiges ne sont pas du tout spectaculaires, ce n'est pas du grand appareil, et en plus souvent des traces meubles qui sont en fait l'ossature en bois du rempart. Donc voilà, c'est une maquette qui restitue de façon synthétique toutes les traces de ces poutres de bois qu'on a pu retrouver dans la fouille qu'on a reprise dans les années 1980. Et cette construction d'un rempart en terre, armature de bois avec habillage de pierre sur la façade, il se trouve que ça a été justement décrit de façon très très précise par Jules César dans le De Bello Gallico, à propos du rempart de Bourges qu'il va assiéger au printemps 52 avant notre ère. Donc quand Bulliot à Bibracte, et la même année, un autre fouilleur dans le Lot, à Mursins, dégage des remparts qui correspondent trait pour trait au texte de César, vous imaginez l'émotion. On peut dire que voilà, l'archéologie gauloise a vraiment démarré en 1867, quand on a pu faire le lien entre le texte historique de César de façon très précise et ses vestiges matériels. Donc voilà, pour dire que ce que n'avaient pas vu les fouilleurs du 19e, et ce qui s'est avéré systématique, c'est que l'architecture était remise en cause tous les 20 ans pratiquement. Donc la grande majorité de l'architecture de Bibracte, que ce soit les espaces, l'architecture publique, l'architecture privée, l'architecture des remparts, c'est une architecture à ossature de bois. On verra que ça va changer un petit peu avec la romanisation. Et l'architecture de bois, au bout de 20 ans, c'est périmé. En plus, c'est des modes de construction ancrés dans le sol, des poteaux porteurs qui vont vite pourrir, des structures d'architecture extrêmement vulnérables aux incendies. Il y a beaucoup d'arts du feu dans la ville, donc il y avait des incendies réguliers. Donc on reconstruit tous les 20 ans. Et donc sur un siècle, on a au moins 4, voire 5 constructions complètement différentes qui se sont succédées, ce qui est génial pour nous, parce que ça permet à chaque fois de voir tous les 20 ans comment va évoluer l'architecture. C'est le cas pour les remparts, avec une première porte qui a été construite avec une vocation défensive, une porte étroite, et puis quelque part vers le milieu du 1er siècle avant notre ère, juste avant, ou peut-être plutôt juste après la guerre des Gaules, on préserve le caractère symbolique et prestigieux du rempart de construction gauloise, le Murus Gallicus, mais on oublie la fonction défensive en élargissant considérablement la porte, en faisant une porte qui fait 20 mètres de largeur, en même temps qu'on met en place une avenue qui va traverser la ville de part en part, qui fait aussi 20 mètres de largeur. Donc voilà, on voit qu'on reste dans un vocabulaire militaire de construction de type de rempart, mais on privilégie le caractère prestigieux du rempart sur sa fonction d'efficacité défensive. C'est tout aussi l'ambiguïté de toutes les architectures militaires. Généralement, quand on les construit, c'est pour montrer le pouvoir et le prestige des peuples, et c'est pour intimider l'adversaire. C'est une arme de dissuasion. On construit un rempart pour montrer aux autres que c'est pas la peine que c'est peine perdue d'essayer de l'attaquer. Donc on est entre les deux à Bibracte, suivant les époques. Et le rempart va être entretenu pratiquement jusqu'à l'abandon de la ville. C'est vraiment ce qui symboliquement marquait la limite de l'espace urbain. Donc je vous ai dit que la forêt avait complètement enseveli le site au cours du XXe siècle. Et quand on regarde sous les arbres, je dirais que quand on déboise, alors on déboise physiquement pour faire certaines parties de fouilles, mais on déboise aussi virtuellement, en faisant des relevés de terrain et en filtrant l'information pour enlever les arbres quand on fait du filtrage numérique. Ici, par exemple, c'est le résultat d'une technique de relevé qu'on fait avec un laser qui est embarqué dans un avion, un scanner laser embarqué dans un avion, la technique LIDAR. On arrive à restituer le modelé du terrain avec une précision de quelques centimètres. Donc ça nous montre, vous voyez que les pentes de la montagne sont parfois lisses aux endroits qui n'ont pas été occupés. Par contre, on voit très très bien les tracés des principaux remparts. On voit tout un tas de plissements du terrain qui sont plutôt des carrières et des mines dans ce secteur-là, mais qui est peu étudié. Et dans ce secteur-là, vous voyez, là je vois bien parce que je suis très en biais, mais là on a des replats qui sont des replats qui correspondent à des grands bâtiments. Donc sans fouille, on a déjà uniquement par la lecture microtopographique une vision d'ensemble de la densité de l'urbanisme qui n'est pas inintéressant. C'est ce qui déjà a été vu dès le 19e siècle avec des relevés remarquables de précision. Donc voilà, donc si on fait une petite synthèse, donc on a le rempart rouge
c'est celui qui était connu de longue date, donc connu par Bulliot. Le rempart vert, qui semble crever les yeux sur les relevés lidar, mais que les archéologues ont mis plus d'un siècle à identifier, qui lui fait 7 km de longueur. Et sans même fouiller, on s'aperçoit très très bien par la lecture topographique externe que le rempart rouge, en fait, oblitère le rempart vert. Donc on a une chronologie qui est évidente, qu'on a pu vérifier par la fouille depuis lors. Et puis ça vous montre quelque chose qui est un peu contre-intuitif pour nous, qui vivons dans l'héritage de la ville, des villes fondées au Moyen-Âge, qui avaient un petit noyau urbain fortifié. Et puis quelquefois, on a agrandi les remparts quand la population augmentait. Là, c'est l'inverse. Hein. Bibracte est fondé comme une très très grande fortification, qui visiblement est trop grande, et que très vite, hein, on a resserré l'espace urbain. Donc la datation du coup de ce premier rempart reste approximative, on dirait probablement dans la décennie 120-110 avant notre ère. Et on sait que ce rempart rouge a été mis en place à peu près vers 90 avant notre ère. Et alors, à ce moment-là, l'autre a été complètement abandonné, voire démantelé. Donc voilà encore quelques traces. Déjà la construction de type Murus Gallicus. Donc vous voyez, c'est pas très spectaculaire. Hein, et puis c'est difficile à montrer durablement sur le terrain, c'est impossible même. On le voit le temps de la fouille. Et ensuite, c'est des maquettes dans le musée qui vont pouvoir garder la mémoire de ce qu'on a trouvé. Ici, les traces des poutres et ici même une poterne qui était ouverte dans le tranchée de ce rempart. Et voilà le principe de construction. Hein, donc c'est de la terre armée, hein, mais ce n'est pas de la terre armée par de la ferraille, comme on peut le faire aujourd'hui, c'est de la terre armée par du bois. Donc une ville qui avait une topographie complexe sur une colline, avec, on dénombre au total plus d'une quinzaine de portes, hein, certaines ont une durée de vie très longue, d'autres ont été plus courte durée de vie. On s'aperçoit même que dans un épisode tardif de l'histoire de la ville, qu'on est en train d'étudier en ce moment, certaines portes ont été condamnées, comme si on avait mis la ville en défense, hein, dans les tout derniers temps de son existence, bien après la guerre des Gaules. Donc le siècle de Bibracte, c'est le siècle qui s'étend entre le moment où Rome s'installe de façon durable en Gaule méridionale, hein, donc ce qui viendra la Gaule narbonnaise, qui va venir jusqu'à Vienne, et puis le moment où s'installe la paix d'Auguste à partir de la toute fin du 1er siècle avant notre ère. Donc c'est vraiment un siècle absolument crucial du contact entre les populations d'Europe intérieure, on va dire les Celtes pour faire simple, et le monde romain. Et Bibracte est vraiment le lieu privilégié pour observer ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le site n'est pas pollué par les 20 siècles d'histoire urbaine qu'on suit. L'archéologie de Vienne pour le 1er siècle avant notre ère, elle est certainement fabuleuse, mais on sait qu'elle est à des mètres et des mètres de profondeur et on n'a jamais eu l'occasion d'aller l'explorer de façon extensive. Le site reste encore sous nos pieds. Hein. Donc cet accès, voilà, en théorie, à l'ensemble de l'espace urbain, sans avoir de remaniement important postérieur au changement d'air, et puis aussi le fait que Bibracte a été la capitale du peuple éduin, qui était un peuple qui avait des rapports privilégiés avec Rome, qui avait signé un traité d'alliance militaire avec Rome, peut-être même avant la fondation de Bibracte, en tout cas au IIe siècle avant notre ère, parce que justement, il contrôlait ces axes de circulation majeurs qui étaient à la veille de la Saône et à la veille de la Loire. Donc pour les Romains, c'était extrêmement important. Donc une interconnaissance avec l'élite romaine qui était forte. Et donc on s'attend à Bibracte, et l'archéologie le montre, à des témoignages de contact avec le monde romain particulièrement précoces et particulièrement forts. Voilà, c'est ce qui nous passionne. Alors, la romanisation, elle apparaît d'abord dans les objets mobiliers. Et on va voir que, curieusement, il va falloir attendre assez longtemps pour que cette influence transparaisse aussi dans l'architecture. Donc ça va être, et je dirais, notre territoire est très très irrigué par le vin de l'Italie romaine, et particulièrement toute la façade tyrénéenne entre l'Étrurie et la Campanie, mais c'était déjà le cas pour nos régions avant même la fondation de Bibracte, puisque l'axe Rhône-Saône est un axe où circule énormément de biens à partir, en gros, du milieu du IIe siècle avant notre ère. Ça va être aussi, et ça c'est partagé avec les Allobroges, hein, parce qu'ils ont des monnaies d'à peu près de même style qui se mettent en place à la toute fin du IIe siècle avant notre ère, des monnaies d'argent qui sont alignées sur la moitié du denier romain, et dont les images, alors d'ailleurs il y a beaucoup de monnaies qui viennent de chez vous ici, hein, donc
parce que, un denier romain, il n'y a qu'une seule monnaie véritablement éduenne, je crois ici. Et des monnaies donc, qui reprennent aussi les effigies des deniers de la même époque. Donc on voit que d'un point de vue commercial, on entre dans une sphère qui est romaine. Et puis, on va voir apparaître, avant la guerre des Gaules, surtout dans la deuxième quart du 1er siècle avant notre ère, un nombre extrêmement important d'inscriptions à la pointe sèche sur des objets de la vie quotidienne, très modestes, qui montrent qu'en fait, on a l'impression que pratiquement tous les habitants de la ville sont capables de transcrire leur nom. Donc une pénétration de l'alphabet, qui est l'alphabet grec, pendant tout le 1er siècle avant notre ère, qui est assez en profondeur dans la population, alors qu'on n'avait aucun système d'écriture auparavant. Donc c'est quand même un signe extrêmement important de changement d'époque. Pour ce qui est de l'architecture, en fait, on s'aperçoit, et de façon assez bizarre, que ça, à moins qu'on se trompe sur les datations, mais il y a assez peu de chances, que l'architecture romaine n'arrive qu'au lendemain de la guerre des Gaules. Donc au moment du départ de César, on peut penser que César a passé son dernier hivernage à Bibracte ou à proximité de Bibracte, et avant de repartir en Italie, au printemps de 51, il a certainement confirmé le vieux traité d'alliance militaire du IIe siècle avant notre ère, ce qui donnait un prestige particulier aux Éduins, et puis aussi certainement en confirmant que c'était accompagné d'exemptions d'impôts. Aussi, c'était important. Et donc à ce moment-là, l'archéologie nous montre qu'en fait l'élite éduenne n'a eu de cesse d'équiper en monument sa ville pour en faire en fait que sa ville soit digne d'un chef-lieu de communauté organisée à la mode romaine. Et ça, c'est l'arrivée de l'architecture romaine arrive avec un centre monumental que je vais vous montrer et auquel appartient cette base de colonnes. En fait, c'est jusqu'à preuve du contraire, elle appartient au plus ancien bâtiment de style romain qu'on ait construit à Bibracte. Et puis ensuite, cette architecture romaine va essaimer dans l'architecture aristocratique du site et on va voir construit jusqu'au changement d'ère des maisons urbaines à la romaine qui sont, je dirais, exactement dans le même esprit que celles que vous avez à Saint-Romain-en-Galles, et qui sont vraiment, c'est pas de l'architecture gallo-romaine, c'est vraiment de l'architecture d'Italie centrale, qui a été transportée dans le Morvan. Donc voilà, un peu cet équipement urbain daté du lendemain de la guerre des Gaules, qui est en plein centre du site, le long de cette avenue qui probablement cet équipement qui est ici est mis en place en même temps que l'élargissement de la rue pour en faire une très large avenue. Donc c'est tout ce secteur qui est en partie ouvert à la visite aujourd'hui, où on va avoir donc je crois que j'aurai une autre image qui le montre, c'est quelque chose d'assez complexe. On a un îlot urbain entièrement construit en pierre qui fait pratiquement 100 mètres de côté, et dans un quartier qui, par ailleurs, donc on est même de l'autre côté de la rue, où on a des îlots d'habitation qui restent dans le style continental d'architecture à ossature de bois. Donc on a un contraste d'architecture qui est tout à fait étonnant. Je veux dire que la ville de Bibracte, je dirais dans les années 30 ou 20 avant notre ère, c'était encore en majorité une architecture à ossature de bois, et puis dans quelques endroits, des ensembles d'architecture romaine, ici le grand espace public, on peut avoir aussi quelques maisons aristocratiques, qui sont, elles, construites entièrement en pierre, avec des tuiles, des toitures surbaissées en tuiles de terre cuite. J'ai un peu peut-être se donner, pour faire une analogie, ce qu'étaient nos villes de France centrale ou de France du Nord à la Renaissance, où on avait encore une très très grande majorité de maisons à pans de bois, et puis un peu d'architecture publique construite en pierre, un peu les mêmes contrastes, sachant que cette architecture en bois, malheureusement, on ne peut pas la restituer de façon précise, on n'a pas ces éléments, mais on a toutes les raisons de penser que c'est une architecture qui était monumentale. Donc voilà, si je creuse un petit peu plus cet ensemble, alors je laisse ça de côté, qui est un couvent de la fin du Moyen-Âge, qui est la seule installation post-antique un peu importante sur le site. Là, la construction est faite sous la forme d'un bâtiment. Il y a deux états qui se superposent, comme partout. Donc la construction initiale est composite, avec un ensemble de cellules qui donnent sur une galerie le long de l'avenue principale,
on appellera de façon un peu facile des boutiques, mais ça peut être effectivement des magasins, ça peut être aussi des sièges de corporations comme sur des forums. Une entrée monumentale qui donne accès à une cour à portique, une avant-cour. Ensuite, derrière cette cour, une basilique, c'est-à-dire un bâtiment avec toiture, partie centrale de la toiture qui est surélevée. Et à cette époque-là, cette architecture basilicale, on n'en connaît que sur le forum. Donc c'est la salle de réunion du Conseil du peuple, c'est la salle des procès. Donc ça démontrerait qu'il y a un forum et donc les institutions romaines associées au forum qui sont en place dès le lendemain de la guerre des Gaules. Et puis une autre cour à l'arrière. Et de part et d'autre, moins explorée pour le moment, des maisons aristocratiques à cour centrale. Donc c'est un projet à la fois des composantes privées et publiques, mais on a l'équivalent en Italie à la même époque. Voilà. Donc voilà, si on met un petit peu une comparaison, alors on est dans une époque, le 1er siècle avant notre ère, où la forme de ce qu'on va appeler ensuite le forum provincial n'est pas encore standardisée. À partir du changement d'ère ou un petit peu avant, les cités gallo-romaines, les communautés civiques gallo-romaines vont s'équiper de forums qui sont très proches les uns, enfin toujours pratiquement du même modèle. Là, on est sur une période d'expérimentation. Et voilà, une petite comparaison avec des plans qui sont à peu près de la même époque, où vous retrouvez notamment de façon très caractéristique la basilique avec la colonnade, comme à Bibracte, qui surélève la partie centrale de la toiture, comme c'est suggéré sur la petite maquette 3D. Donc pour ça, c'est important, parce que ça veut dire donc que au lendemain du passage de César, les Éduins s'organisent, je dirais, comme une communauté romaine qui est encore... mais en restant complètement indépendant, puisque les provinces des Trois Gaules et l'instauration de Lyon comme capitale interprovinciale, c'est les années 15-12, on discute un petit peu, mais en tout cas, c'est nettement une génération plus tard. Donc on a pu regarder, évidemment, étudier les différents quartiers d'habitat. Donc certains avaient déjà été pas mal explorés au XIXe siècle, avec ici de l'habitat plutôt de l'élite, avec des exemples là, de maisons à cour centrale qui sont déjà de plans développés, comme ce que vous avez ici, probablement dès la décennie 50-40 avant notre ère, mais bon, construites à pans de bois, sur solin de pierre à cette époque-là. Si on regarde un petit peu la dynamique urbaine, avec juste un indicateur, on aurait pu en prendre d'autres. Celui-ci, il est bien parce c'est des éléments très, très bien datés. C'est les dates d'émission des monnaies romaines trouvées à Bibracte, quand il s'agit de monnaies d'argent, parfaitement qu'on peut dater à l'année près. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation d'activité jusqu'à l'avant-dernière décennie avant notre ère, et puis une chute des pertes monétaires qui est considérable à partir de la dernière décennie avant notre ère, qui est d'autant plus remarquable que la mise en place de l'atelier monétaire interprovincial de Lyon, ici, se place là, et que si le site avait été actif dans la dernière décennie avant notre ère, on devrait trouver énormément de monnaies de l'atelier de Lyon, et on n'en trouve pratiquement pas. Donc il y a vraiment un basculement qui se fait entre 20 et 10 avant notre ère. Ça tombe bien parce que c'est le moment où on sait qu'on met en place Auguste met en place le cadre provincial en mandatant son gendre Agrippa pour organiser tout cela. Donc on a vraiment envie de dire qu'il se passe quelque chose d'important dans cette décennie et qui va être en fait la fondation de la nouvelle capitale, Augustodunum, Autun, et ça colle parfaitement bien avec les sources historiques. Alors le petit bémol, c'est qu'en fait à Autun, on a encore eu relativement peu d'opportunités de fouiller des couches du tout début de la création de la ville, c'est-à-dire des alentours du changement d'ère, même si les choses ont un tout petit peu changé au cours des dernières années. Voilà. Alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, Bibracte ne va pas être abandonné du jour au lendemain, et on va avoir une coexistence dont on ne comprend pas bien les modalités pendant toute la durée du règne d'Auguste, une bonne partie du règne d'Auguste, entre 15 avant notre ère et la mort d'Auguste, 14-15 de notre ère, entre une ville dont visiblement l'essentiel de la population est partie à Autun, mais néanmoins une dernière phase d'activité urbaine à Bibracte qui se traduit par quelques constructions particulièrement impressionnantes. Et c'est la mieux connue d'entre elles, c'est cette domus qui est pratiquement un palais urbain, qui fait 3600 mètres carrés. Donc 3600 mètres carrés, c'est la plus grande maison intramuros à Pompéi, c'est la maison du Faune, mais qui en fait, la maison du Faune, c'est le remembrement de 3 maisons plus petites. Là, c'était construit d'un seul jet, avec un plan
mais totalement canonique, de ce qu'est une maison urbaine aristocrate de l'élite d'Italie centrale à cette époque-là, avec un atrium toscan. Est-ce que vous avez des atriums toscans à cette époque-là à Saint-Romain? Je ne suis pas sûr. C'est vraiment une bizarrerie, cette chose. C'est un manifeste d'architecture italienne. Une cour à péristyle et de très très grandes salles de réception qui avaient des mosaïques, mais malheureusement les mosaïques sont plutôt en très mauvais état à cause de l'acidité des terrains. Donc à tout le coup, cette maison appartenait à quelqu'un qui était au plus haut niveau de la société éduenne, qui, vu l'agencement de la maison, était quelqu'un qui était citoyen romain, ça correspond aussi à un mode de vie aussi bien public que privé. Et donc peut-être on connaît par des sources littéraires ou épigraphiques, mais qu'on n'a malheureusement pas connues sur place. Donc vous voyez, une génération de membres de l'élite qui, au moment où la décision a déjà été prise de déplacer le site urbain, vont se construire ce type de grande construction sur le lieu de mémoire, le lieu de mémoire du peuple, et pour montrer leur attachement à cette tradition et à ce qui s'était passé au cours des décennies précédentes, et notamment le rapport privilégié avec les Romains, avec un traité d'alliance militaire et avec César après. Voilà. Et puis même chose, ce forum va être détruit par un incendie, et à son emplacement, on va reconstruire quelque chose qui a un plan très différent, qui est un plan de domus, mais dont l'usage est très ambigu. C'est peut-être des hospitalias, des lieux d'accueil pour des événements qui pourraient avoir lieu à Bibracte à certains moments de l'année, alors que la population est partie à Autun. Donc c'est des questions qui sont complètement ouvertes pour nous. Donc des quartiers, ce que Deschlet appelait les quartiers d'artisans, donc des quartiers beaucoup plus pentus, où l'architecture ne peut pas se déployer sur de grandes surfaces. On va avoir de l'habitat modeste. Alors ça, c'est une vue vous connaissez la patte de Jean-Claude Golvin. C'est une ville vue par Golvin, c'est pas Bibracte. Donc c'est une vision d'artiste, on va dire. En tout cas, on est dans un cadre beaucoup moins bucolique qu'il semble le signaler, parce qu'il n'y a pas de champs, il n'y a pas de bocage autour. On est vraiment en pleine ville, et la densité de l'habitat était très forte. Donc dans ces quartiers plutôt modestes, dans les caractéristiques, donc une architecture qui va rester au Saturbois jusqu'à l'abandon de la ville. Donc il y a eu très très peu d'intégration de matériaux et de techniques issus de la romanisation. Donc vous voyez deux bâtiments successifs, standard, à peu près 5 mètres de côté, avec des poteaux porteurs qui ont la section de traverse de chemin de fer. Donc c'est des architectures très massives qui suggèrent qu'on a vraiment des étages. C'est des bâtiments tout à fait considérables, même si on ne peut pas restituer de façon fiable l'élévation. Donc voilà, donc on est vraiment dans un secteur de densité urbaine qui est forte, et pratiquement tous ces bâtiments sont associés à une activité d'art du feu, et qui sont plutôt de travail du métal. Donc on a la fondation de Bibracte se traduit aussi par le rapatriement dans l'enceinte de la ville de centaines de familles qui travaillent le métal, donc des forgerons, des bronziers, des gens qui frappent la monnaie, et on produisait à Bibracte certainement la totalité des objets qu'on savait fabriquer en métal à cette époque, des armes, des chars, des gamelles, et tout ce que vous voulez. Donc en fait un regroupement dans l'enceinte qui les protégeait, donc de l'industrie qui avait une forte valeur ajoutée et qui pouvait être une industrie d'intérêt stratégique. Autre aspect de la ville, je sors un instant des remparts de nouveau. On a eu l'occasion, en construisant le musée, de pouvoir attraper un bout de nécropole urbaine qui, sans surprise, se place en avant des portes principales de la ville, avec encore une fois des architectures, malheureusement on n'a pas de mausolée en pierre, c'est toujours des architectures légères, avec des petits jardins funéraires qui sont toujours ouverts vers l'est, et des tombes à incinération qui sont généralement très modestes, et en l'occurrence assez érodées. Bon, voilà, les exemples les plus consistants, c'est des tombes un peu plus monumentales par l'ampleur de ces jardins funéraires, et aussi du mobilier dans ces incinérations un peu inhabituel pour nous, mais banal en Italie centrale, au 1er siècle avant notre ère, donc mélanger aux os du défunt de l'os travaillé, qui ont une petite tête. Et en fait, ce sont les plaquages décoratifs d'un fulcrum, c'est-à-dire ces litières sur lesquelles qu'on mettait dans les triclinias pour les banquets à la mode romaine. Vous voyez, donc un mode
d'acculturation et la pratique de mettre le mort sur le bûcher, sur un fulcrum, c'est aussi une pratique typique d'Italie centrale. Alors après, on peut raconter une histoire. Est-ce que c'était, il se trouve que c'était une femme, hein, est-ce que c'était un Gaulois qui est allé se marier en Italie? Après, on racontait des histoires, mais on voit en tout cas des pratiques très romanisées. Jusqu'à une date récente, on n'avait aucune trace d'architecture publique antérieure à la romanisation, à tel point qu'on pouvait se poser la question de savoir si Bibracte était vraiment une ville avant le passage de César, parce qu'il n'y a pas, pour définir une ville, il faut avoir un espace urbain différencié, avec différentes fonctions qui sont bien localisées dans l'espace, fonctions de production, fonctions d'habitation, fonctions religieuses, politiques, etc. Donc, fort heureusement, on a pu combler cette lacune par une fouille importante sur une nouvelle clairière qu'on a ouverte sur le centre du site, donc le plus grand replat intramuros, qui avait été peu fouillé au XIXe siècle. Donc, vous voyez, donc on a même mis 3 équipes universitaires pour accélérer le rythme. Donc là, c'était plutôt des Italiens, là, c'était les Suisses, et puis là, ce sont les régionaux de l'étape, donc c'est les universités de Dijon et Besançon, mais qui ont fait le plus gros du travail. Voilà. Donc, au final, ce que l'on a, donc, c'est un constat extrêmement riche, avec un quartier d'habitat ici sur une espèce de petit sommet, ça domine ce replat. Les traces d'une architecture de plan centré, probablement un temple, mais très dégradé. Et puis, dans cet espace-là, donc on voit des traces d'une architecture totalement inhabituelle de plan carré. Ce carré fait 45 mètres de côté, qui s'est avéré être la première architecture publique pré-romaine de Bibracte. Alors, ce n'est pas spectaculaire, hein, et c'est un peu compliqué même à fouiller, hein, parce qu'en fait, on a affaire à un palimpseste. Donc, encore une fois, on a une architecture qui a été pétrifiée, reconstituée, transformée en partie en pierre dans la dernière phase, à la toute fin du 1er siècle avant notre ère. Ici, vous avez les bases de ces murs les plus tardifs, et en dessous, des traces de construction en bois, hein, notamment de fosses d'ancrage de poteaux. Mais en fait, il y a 3 états qui se superposent. C'est pour ça que je parle de palimpseste, c'est-à-dire que tous ces poteaux-là, il faut les démêler, ils appartiennent à 3 bâtiments qui se sont succédés tout au cours du 1er siècle avant notre ère. Avec une autre bizarrerie, c'est-à-dire qu'on a ce bâtiment, vu sous un autre angle, a été aménagé sur une grande plateforme artificielle. Dans le dernier état, construction en pierre, ce mur de terrasse qui retient cette plateforme est en pierre. Dans les états antérieurs, et ça c'était complètement inattendu, on a déjà un mur de terrasse qui est construit avec la technique des remparts, le murus gallicus. Donc c'est le premier usage non militaire qui soit avéré de cette construction de murus gallicus. Donc si je reprends l'orthophotographie pour essayer de démêler les phases, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ne pas être trop long. Donc on voit que la construction initiale, en fait, c'est une galerie qui entoure un espace ouvert. Et ici, le rempart, enfin, le mur de terrasse avec la technique de construction de rempart qui est tout le tour, avec une rampe d'accès. Voilà. Et dans la dernière phase, donc, on change pour une réorientation de l'urbanisme. On va certainement garder la fonction, garder à peu près l'assiette, la surface, mais on va tourner le bâtiment. Et puis, voilà ce qu'on est en train de mettre en valeur. Un bout de ce mur terrasse qui est plutôt joli, mais pour vous êtes un peu blasé de tout ça. À Vienne, nous, on l'est un peu moins. On a moins de pierres. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, on n'est pas capable d'inscrire cette architecture dans une série, parce qu'on a trouvé 3 comparaisons dans des contextes assez différents. On a vu déjà une architecture de plans carrés, d'enclos, sur l'oppidum de Coran, donc fouillé par Mathieu Pou, que je pense que la plupart d'entre vous connaissez, donc au centre de l'oppidum de Coran, bon, donc à peu près contemporain de ce que l'on a à Bibracte, et puis deux autres sites dans le nord de la France qui ne sont pas dans un contexte d'oppidum. Donc en fait, il faut se rendre à l'évidence, on est en train de commencer à révéler
un type d'architecture publique qui était totalement méconnu. Donc sur l'interprétation, il faudra en avoir un peu plus pour avoir des propositions. Une des particularités de cet ensemble à Bibrac, c'est qu'il n'y a aucun objet. C'est-à-dire, voilà, donc les pratiques publiques qu'on avait, donc les objets faisaient que c'était proscrit d'y balancer des choses, ce qui ne nous aide pas pour l'interprétation de ce qu'on y faisait. Donc c'est un espace à vocation politique, commerciale ou autre. Pour l'instant, il faut être modeste. On est incapable de le dire. Il va falloir en trouver d'autres pour essayer de faire un peu un puzzle avec les différents sites. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que donc, visiblement, ça a été construit pour un usage public, pour une communauté encore non romanisée, donc probablement dans le premier quart du 1er siècle avant notre ère. Et ce bâtiment a été construit jusqu'à l'abandon du site, c'est-à-dire que cet usage public, il a perduré au-delà de la romanisation, en même temps qu'apparaissaient d'autres usages publics avec des architectures nouvelles, comme le forum que je vous ai montré avant. Donc le forum est à 150 mètres. Donc on va une période où on probablement une espèce un moment de transition, donc dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, où dans certains aspects de la vie publique et sociale, on vit encore dans une tradition avec une architecture qui est associée, et dans d'autres aspects de la vie sociale, on exprime son adhésion au modèle de l'Empire romain. On va trouver ça également dans les rites funéraires, même si on n'a pas de témoignage strictement local à Bibracte, ou dans les pratiques de l'aristocratie. On se construit des grandes maisons de type d'Italie centrale, adaptées au climat méditerranéen et pas du tout adaptées au climat du Morvan, entre parenthèses. Mais en même temps, dans les pratiques funéraires, on va dans la tombe avec un équipement militaire complexe qui est complètement contraire aux usages romains de la même époque. Donc vous voyez, on a un peu une forme de schizophrénie, on est à la fois attaché à son identité duène, mais en même temps, vraiment, on a envie de faire partie de nouveau chapitre d'histoire qui est en train de s'inscrire et de jouer son rôle dans l'Empire romain. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant. Autre approche qu'on développe, je dis l'archéologie détruit son objet d'étude. Donc évidemment, quand on a des techniques qui permettent d'éviter de fouiller, c'est assez satisfaisant pour après pouvoir cibler les secteurs de fouille les plus intéressants de façon chirurgicale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe très largement à Bibracte depuis une quinzaine d'années notamment, malgré un contexte difficile, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, donc c'est pas facile de faire de la prospection géophysique. Donc la géophysique, on envoie un signal électromagnétique dans le sol, et puis avec différentes techniques dans le détail, suivant la façon dont le signal est réémis, ça nous donne des indications sur la densité du sol, donc la profondeur de vestiges. On peut, dans le meilleur des cas, sortir des plans de vestiges. Ici, un exemple sur la partie sommitale, où par exemple la prospection magnétique a mis en évidence un fossé totalement méconnu, en fait, qui connectait deux secteurs de fortification, qui ont été connus parce qu'il y avait encore des talus. Donc un fossé qui a été comblé peu après le milieu du 1er siècle avant notre ère, et qui correspond à un changement majeur dans la topographie urbaine de ce secteur sommital du site. On est en train d'étudier ça. Et puis un autre exemple, ici c'est une autre technique qu'on appelle la technique du géoradar, où vous voyez apparaître de façon incroyablement nette un bâtiment qui fait 10 mètres sur 10. Et après, quand on va voir dans le bois, on s'aperçoit que le bâtiment, il fait une bosse. Donc là, c'est une construction en pierre, et puis vu le plan carré, ça pourrait peut-être être, encore une fois, un édifice religieux. C'est, voilà, donc un truc qu'on ira voir un jour ou l'autre. Mais il y a un bel arbre dessus, pour l'instant, il faut attendre que l'arbre crève pour y aller. Mais malheureusement, tout crève chez nous, donc ça va arriver. Donc, alors, ce qui est l'occupation de Bibracte, elle est vraiment cernée sur une période très très courte. Alors, je ne vous parle pas de toute notre terminologie, de notre jargon. Ça commence vraiment à la toute fin, les toutes dernières années du IIe siècle avant notre ère. Ça se termine, vous avez vu, donc une chute d'activité très forte à partir de 15 avant notre ère, et puis un peu une queue de comète jusqu'aux années 15-20 de notre ère. Et ça, on s'aperçoit que c'est au moins dans le centre et dans l'est de la Gaule, c'est tout à fait standard pour des oppida. Ça arrive de façon très soudaine à la fin du IIe siècle. Et puis l'issue, alors elle est un peu différente suivant les cas. Donc l'abandon, et on va reconstruire la ville un peu plus loin dans le cas des Éduins. On reconstruit sur le même lieu, c'est le cas de Vienne, typiquement, mais c'est le cas de Besançon, par exemple, c'est le cas de Genève. On a pas mal d'exemples de reconstruction sur le même lieu parce que l'assiette urbaine, parce que l'assiette topographique était propice au développement d'une ville romaine, et parce qu'on était aussi sur l'axe routier qui était important.
Et voilà. Et donc, et puis quand on regarde la dynamique de l'agglomération, on s'aperçoit que bon, l'acte fondateur, c'est la construction d'un rempart. On a l'impression qu'il n'y avait personne sur la montagne avant qu'on décide de construire ce rempart. La population est arrivée assez vite. La densité de population et l'activité urbaine culminent dans les 30 années qui suivent le passage de César, donc entre 50 et 20 avant. Et puis les choses se cassent la figure très très vite par la suite. Donc, quelle interprétation historique on peut faire de cela? Alors, on reste encore très très marqué par la façon dont Dechlet voyait les Oppida. Et il voyait les Oppida au travers de l'exemple de Bibracte, ce qui n'est pas neutre. Hein. Voilà, il voyait les Oppida, mais comme des structures urbaines indigènes. Donc il y avait toutes les fonctions urbaines, mais en fait, le dossier archéologique de Bibracte, que connaissait Dechlet, c'était le dossier de la ville romanisée déjà. Hein. Donc il y a voilà, son constat, il est assez biaisé, parce qu'en fait, à son époque, on connaissait très très peu, on n'avait pas pu discriminer sur ce qui était vestiges urbains et architecturaux d'avant la conquête, d'avant le passage de César. Voilà. Ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'en fait, en regardant aussi le dossier des Oppida dans le contexte plus général d'évolution de la documentation archéologique, on s'aperçoit que le 3e et surtout le 2e siècle avant notre ère sont c'est une période de développement économique et démographique absolument considérable. Visiblement, on ne se préoccupe pas de défense. Hein, les agglomérations sont ouvertes. Hein, il n'y a pas de mur de clôture autour. Et puis, à la fin du 2e siècle avant notre ère, en gros entre 120 et 100, un renversement complet de la nature de la documentation archéologique, une rétraction très très forte de l'occupation des traces archéologiques en plaine, qu'il s'agisse des agglomérations ouvertes ou des exploitations agricoles, de l'habitat intercalaire, et au même moment l'apparition d'un semis de ces Oppida, qui sont des sites de grande importance, en gros un par arrondissement d'aujourd'hui, pour vous donner une densité, il y a entre 30 et 50 km entre 2 Oppida. Donc voilà, un basculement de l'histoire, et de plus en plus on est en train de se dire que ça doit être corroboré avec les témoignages historiques qui nous montrent qu'il y a une énorme crise militaire à la même époque, ce que les auteurs latins ont appelé les guerres cimbriques, moment donc ces sources latines et grecques, pour certaines, nous disent que ce sont des peuples du nord de l'Europe qui se sont mis en mouvement et qui ont mis un bazar pas possible sur tout le continent européen. Et cette époque de perturbation, finalement, elle a duré jusqu'à la guerre des Gaules, parce que peut-être la guerre des Gaules est la dernière métastase de cette période de crise. Voilà. Alors, probablement, la lecture nous donne les sources écrites n'est que partielle par rapport à la réalité, parce qu'il n'y avait pas de journalistes de culture latine qui allaient voir ce qui se passait directement sur les rivages de la mer du Nord. Hein. Mais en tout cas, effectivement, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une période de crise majeure à l'échelle européenne, et qui a complètement contribué à la réorientation de la trajectoire historique de ces populations d'Europe moyenne. Ça explique aussi que Rome se soit préoccupée d'aller repousser les limites de l'Empire un peu loin des côtes de la Méditerranée. Donc tout se passe à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Parce qu'on est à Vienne et que ce qui vous intéresse, c'est ce qui va se passer après l'époque de Bibracte. Donc oui, un saut de 20 km qui se fait donc en pleine Péromène, et qu'on explique aujourd'hui, même si on n'en a pas la preuve, mais ça nous paraît plutôt le scénario le plus plausible. Une des tâches principales qu'a fait Agrippa quand il est arrivé en Gaule, c'est de mettre en place un réseau routier qui permette une circulation fluide des armées et de la logistique des armées. Hein. Donc ce qu'on appelle le réseau d'Agrippa avait une branche qui reliait Lyon au port de la flotte de la mer du Nord, qui était à Boulogne-sur-Mer. En toute logique, cette route aurait dû utiliser le trajet de la Cisse et passer par le seuil de Bourgogne, pour histoire d'une économie d'énergie. Et de façon très curieuse, à Chalon-sur-Saône, la route sort de la vallée de la Saône, va passer sur le site d'Autun, va se casser les pieds à traverser tout le Morvan pour ressortir du Morvan à Vallon. Ce qui est une complète aberration. Le seul scénario plausible qu'on explique, c'est qu'en fait, il y a eu une négociation entre le pouvoir éduin, qui était à Bibracte,
et le pouvoir romain, dire vous vous rapprochez le plus possible votre voie de Bibracte, et puis nous, on reconstruit Bibracte le long de la voie. Quoi. Voilà, on a l'impression d'une espèce de compromis qui explique qu'en fait, on a transféré calmement la ville donc à la fin du 1er siècle avant notre ère. Il y a néanmoins, je dirais, Autun, au même titre que Lyon, est la ville vraiment qui montre le plus haut niveau de culture gréco-romaine des Trois Gaules, avec un élément emblématique qui est son rempart en pierre de 6 km de longueur, qui est construit au moment de la fondation de la ville, enfin, du moins qui est mis en chantier au moment de la fondation de la ville. Donc ça en fait une ville romaine vraiment de niveau très supérieur, mais les deux plans sont à la même échelle. Hein. Je veux dire, c'est aussi le souci des élites éduennes, certainement, de s'installer dans un nouveau site urbain qui a encore plus de prestige hein, que le site urbain qu'on avait quitté. Hein. Donc en fait, c'est voilà, Autun est la nouvelle Bibracte. Hein. Il fallait aller être très ambitieux. Quand on regarde l'échelle des portes, hein, donc encore, on a la chance que les portes d'Autun, trois d'entre elles sont très bien conservées aujourd'hui, les portes augustéennes, on est exactement dans les mêmes échelles que les portes de l'oppidum de Bibracte. On a également, et ça on l'avait très vu dès le 19e siècle, un transfert de la population d'artisans. Et jusqu'à l'Antiquité tardive, Autun aura comme caractéristique d'être un centre industriel des arts, notamment le travail du métal, extrêmement important. Et on voit même les chaînes opératoires qui étaient utilisées à Bibracte, en cire perdue par exemple, on va les retrouver à Autun au 1er siècle de notre ère. Voilà. On a également, certainement aussi une continuité de la topographie religieuse et funéraire, parce qu'on a des indices, notamment dans le nord d'Autun, d'activités religieuses le long d'une voie qui existait, qui est contemporaine de Bibracte. Et puis, certainement, un témoignage, encore une fois, plutôt qui relève de la culture, hein, de l'immatériel. L'invention par les habitants d'Autun, je dirais, d'une déesse protectrice de leur ville, qui est la déesse Bibracte, qui est donc une déesse de typologie purement gréco-romaine, hein, mais qui montre que symboliquement, on avait ramené dans l'enceinte de la ville romaine le symbole de la ville qu'on avait abandonnée. Donc en fait, au final, que reste-t-il de Bibracte et de son époque ? Et puis que reste-t-il sur nos territoires aujourd'hui, au XXIe siècle, en quoi ça peut nous concerner, cette étape très ancienne de l'histoire urbaine de nos régions. Ça nous concerne parce qu'en fait, c'est la mise en place la première strate du réseau urbain. Hein. Le site de Vienne aujourd'hui, il est à cet emplacement-là parce que c'est un choix urbain qui a été fait dans les derniers siècles avant le changement d'air, avant la romanisation. C'est la même chose chez nous avec Bibracte, et donc Bibracte est resté, je dirais, dans la mémoire du tissu urbain au travers de la ville d'Autun, qui a pérennisé le site moyennant un léger décalage spatial. Voilà. Donc c'est plutôt, je dirais, dans cette logique d'aménagement du territoire qu'on a beaucoup de choses, on hérite de beaucoup de cette époque-là. Ce ne sera évidemment pas du tout le cas pour ce qui est de la culture qui a été très vite anéantie. Voilà. Ça, c'est la fin de la première partie de l'exposé. J'ai déjà fini largement le temps qui m'est imparti. Quelques mots sur la deuxième vie de Bibracte, très vite. Donc on a la chance, si vous voulez, d'avoir donc un équipement dédié avec, donc je l'ai dit, un centre archéologique et aussi un lieu de stockage de collections. Vous voyez, dans un environnement qui est très bucolique avec le Mont-Beuvray au fond. Un musée de site qui est un peu plus qu'un musée de site, parce qu'en fait c'est un musée qui raconte l'époque de Bibracte à l'échelle européenne, avec beaucoup de comparaisons, notamment vers l'Europe centrale, et qui aussi souhaite, au travers de l'exemple de Bibracte, expliquer aux visiteurs ce qu'est la démarche archéologique et en quoi l'archéologie produit un discours sur le passé qui est différent de celui de l'historien, parce qu'on utilise des sources qui sont des matériaux qui sont différents. On a aussi la chance, donc je vous l'avais dit, d'avoir la maîtrise foncière du site. Hein, donc c'est l'ensemble de cette colline. Donc le site archéologique, on va dire stricto sensu, c'est 200 hectares. On a la maîtrise foncière de près de 1000 hectares. Un site qui est évidemment classé au titre des monuments historiques, mais aussi, et ça a été très important pour nous, un site qui a été protégé au titre des sites classés,
parce que c'est une belle forêt, et puis surtout c'est des belvédères tout à fait magnifiques sur les campagnes alentours. Donc là, la mise en valeur du site, bon, elle n'a pas été vraiment pensée d'entrée de jeu. En fait, à Bibract, on travaille de façon très, très empirique, en mettant un pied devant l'autre et puis en ajustant au fil des années, en fonction des opportunités. Donc voilà, la voie d'accès, mais un certain nombre d'entre vous connaissent, le musée qui est vraiment à l'entrée du site, en avant des portes de la ville, donc un parcours de balade en pleine nature, dans un vaste espace, dont la partie vraiment équipée pour accueillir du public fait à peu près 200 hectares. Elle est objectivement un tout petit peu trop grande, parce que c'est compliqué d'entretenir un tel espace, surtout en forêt, alors qu'au moment du changement climatique, les arbres crèvent et ça devient de plus en plus dangereux. Donc c'est une énorme problématique pour nous de continuer à maintenir l'accueil du public dans ces conditions-là. Mais voilà, l'idée, c'est quand je parle d'offre de visite, c'est une offre qui allie d'abord nature et ensuite archéologie et culture, si on veut bien pousser la porte du musée. Donc, je vais montrer ce type d'image tout à l'heure. Donc, avec la possibilité tous les étés de voir des fouilles en train de se faire, parce que tous les étés, on a une demi-douzaine de chantiers universitaires qui se développent sur le site et donc qui renouvellent ce qu'il y a à voir. Donc, ça, c'est vraiment, en termes d'économie de projet, c'est vachement intéressant. Puis, à Saint-Romain, je crois que l'équipe ici souhaite réouvrir des fouilles. Et je pense que c'est vraiment important de réactiver cette vie. Pour des secteurs qui ont été fouillés, qui ont été abandonnés par les archéologues, des secteurs particulièrement importants comme ici le Forum, un abri qui va muséifier durablement un secteur de fouilles, ce qui permet de maintenir la présentation des vestiges de façon avec le maximum d'authenticité, sans reconstruire ce qu'on est obligé de faire quand on laisse les vestiges à l'air libre. Je ne sais pas, depuis Jean-Luc, combien de fois les vestiges ont été reconstruits depuis leur dégagement dans les années 80 sur le parc. Il y a très peu de choses qui restent authentiques quand on laisse à l'air libre. Donc on essaye voilà, sur des endroits bien ciblés, d'avoir cette ouverture. Et puis, quelque chose qui s'est imposé avec les années, que moi je trouve extrêmement important aujourd'hui, c'est la question du paysage. Ce n'est pas en montrant quelques vestiges archéologiques ou quelques chantiers de fouilles répartis sur un très vaste terrain qui est en plus compartimenté parce qu'il y a des arbres qui bouchent la vue, qu'on va pouvoir faire appréhender à nos visiteurs l'ampleur de la ville antique. Donc c'est l'échelle urbaine à laquelle il faut penser. Et quand on fait de l'urbanisme à la campagne, ça s'appelle avoir une approche paysagère. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il y a maintenant une vingtaine d'années, d'imaginer, de révéler progressivement l'ossature urbaine de Bibract, en partant d'un état initial qui était ici, vous voyez, où il y avait vraiment très très peu d'espace ouvert, en sculptant la forêt, c'est-à-dire en ouvrant progressivement des clairières, des points de vue, pour qu'on puisse se rendre compte de l'ossature géographique. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et puis aussi de se rendre compte à quel point ce site est un belvédère magnifique. Et en plus, ce faisant, vous voyez, on travaille aussi avec une volonté de qualité paysagère, de faire en sorte que l'espace soit séduisant. On n'a pas envie de regarder si l'espace est complètement banal. Donc c'est le moment d'enrichir ce que l'on voit, un petit peu, je dirais, dans l'esprit d'un parc paysager à l'anglaise. Donc on travaille dans cette direction-là. Et donc le paysagiste a un rôle extrêmement important à nos côtés depuis une vingtaine d'années, et aux côtés des architectes du patrimoine. Je ne rentre pas trop dans le détail. Donc on travaille du coup, parce qu'on est en pleine nature, on ne travaille pas seulement sur un public habituel de musée, mais beaucoup sur un public familial de gens qui viennent se balader dans une région qui est préservée. Ce qui est intéressant, parce que ça fait une ouverture sociale un peu plus large qu'un musée de centre urbain. Donc aujourd'hui, on est un peu en deçà de 50 000 visiteurs sur le musée, ce qui doit correspondre à une grosse moitié des gens qui vont que sur le site sans passer par le musée. Un cadre administratif aussi qui est atypique, mais qui est lié à l'histoire, je dirais, un peu atypique de notre projet, avec une volonté présidentielle au départ. Donc le site est géré par un établissement public, donc il y a à la fois la maîtrise du foncier, la maîtrise du programme de recherche archéologique et la maîtrise de la mise en public de tout cela. Donc établissement public de coopération culturelle, dont on a les membres du conseil d'administration. On va retrouver autour de l'État, qui reste notre partenaire le plus fort financièrement, la région, les 2 départements, parce qu'on est à cheval sur 2 départements, le parc régional, on est dans un parc régional, et puis deux établissements publics nationaux qui ont les mêmes métiers que nous, en partie,
le CNRS et le Centre des monuments nationaux. Donc on est aujourd'hui, les chiffres, on voit à peu près une quarantaine d'employés dans cette structure, avec une très très grande diversité de métiers, du conducteur de pelleteuse jusqu'à la personne qui fait la mise en tourisme, et même un peu plus large depuis quelques années. Aussi, une chose importante pour nous, c'est qu'évidemment on est très ancré sur un territoire rural, donc même le souci de ne pas s'enfermer dans le Morvan. Donc le travail en réseau pour nous est important. Donc c'est d'abord le réseau des partenaires scientifiques du programme de recherche, un réseau résolument européen. On a rajouté d'autres initiatives qui viennent renforcer ce caractère européen de la recherche. Par exemple, la semaine prochaine, on tient une session d'une école doctorale européenne qu'on a montée maintenant il y a une quinzaine d'années, qui marche très très bien. On a un réseau, j'en parlerai dans un instant, des grands sites de France. On a créé un petit réseau de musées de sites à l'échelle européenne qui permet notamment de faire des économies d'échelle dans la production d'expos. Un réseau des médiateurs d'archéologie qu'on anime à l'échelle nationale. Voilà, donc nous, aussi, on fait beaucoup de coopération maintenant sur les questions des métiers du patrimoine, j'en dirai un mot. Donc tout ça, de mettre en place, mais de façon très empirique, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, de mettre en place cet établissement, mais de mettre en place un outil de gestion qui s'intéresse à la fois à la connaissance du site par l'animation d'un programme de recherche, à la conservation du site en allant même jusqu'à la maîtrise foncière, à accueillir des visiteurs, à s'intégrer dans la vie locale, et notamment dans l'économie locale, et faire en sorte que les habitants soient bénéficiaires et aussi le plus possible partie prenante du projet. C'est finalement ce qui s'appelle, dans le jargon des gens des métiers du patrimoine, de la gestion intégrée d'un espace patrimonial, d'essayer d'embrasser d'une même main l'ensemble de ces aspects qui fait qu'on peut espérer que la gestion soit satisfaisante pour notre communauté. Et on le fait ça, on a trouvé un cadre en fait de territoires qui se posaient les mêmes questions dans le cadre un réseau d'une cinquantaine de territoires qui est inscrit dans une politique du ministère de l'Environnement, donc ministère de la Transition écologique aujourd'hui, qui est la politique Grand Site de France, donc qui consiste à essayer de mettre en place des outils de gestion durable et intégrés des sites classés les plus importants, les plus fréquentés du territoire. Et c'est un laboratoire de réflexion qui est extrêmement intéressant pour nous, et ce qui a permis aussi d'ouvrir, je dirais que l'action de l'établissement public un volet véritablement territorial, ce qui n'était pas prévu dans ces statuts. Les statuts prévoient qu'on gère le site archéologique stricto sensu. Et aujourd'hui, donc voilà en fait la carte des sites engagés dans la démarche Grand Site de France. C'est une politique qui est exigeante, avec un programme d'action qu'on doit actualiser tous les 6 ans, et puis avec un niveau d'exigence qui est très fort. Certaines collectivités se préparent à obtenir le label depuis 15 ans, non, toujours pas. Nous, on était un des premiers sites à obtenir le label. On vient d'obtenir le 2e renouvellement. Donc on est déjà des vieux routiers. Donc la démarche Grand Site de France s'appuie, je dirais, sur une méthode qu'on peut appeler, moi j'aime bien appeler la démarche paysagère, qui est l'idée de... Voilà, j'ai une définition un peu trop lyrique à mon goût, mais je la pique à un collectif de gens qui travaillent sur ces questions-là. Un processus collectif où la vie de chacun est pris en compte, dont la spécificité territoriale est le point de départ. Le substrat écologique, le continuum historique, le fondement, et qui est capable d'imaginer des projets complexes où la beauté dynamique des lieux alimente leur capacité de développement durable. Enfin, l'idée, c'est de trouver le territoire de projet qui va bien, qui fait patrimoine pour ses habitants, qui fait sens pour les habitants. Donc pour nous, c'était les sommets du Morvan. Je dirais, dans votre cas, le territoire qui fait sens, c'est évidemment l'ensemble de la ville de Vienne dans nos réflexions. Et donc dans notre cas, les enjeux du territoire sont des enjeux de dégradation impressionnante de l'espace agricole, parce qu'il n'y a plus personne pour l'entretenir, d'acceptation sociale de plus en plus problématique des pratiques sylvicoles, et qui se double aujourd'hui d'un dépérissement des forêts absolument dramatique avec la transformation du climat, et puis des questions aussi d'acceptabilité du tourisme en une certaine attractivité nouvelle, pour faire en sorte que le tourisme ne soit pas vécu comme quelque chose de non satisfaisant par la population. Donc ça, c'est les enjeux du territoire dans lequel on est, et grâce à ce label, on peut vraiment s'engager de front sur ces enjeux-là, dans le cadre d'un projet expérimental de territoire
et où nous, on arrive avec notre agilité, parce qu'on a un petit établissement, on n'est pas dans le jeu d'acteurs territoriaux, on n'y est pas directement intégré, on est un peu en marge, ce qui nous laisse de la liberté. Et puis aussi, on a la culture à Bibrac d'animer une communauté scientifique. On ne le fait pas trop mal pour l'archéologie, et pourquoi ne pas le faire dans la recherche agronomique ou la recherche forestière, pour exemple. Donc voilà, on a un territoire de projet maintenant qu'on a défini avec les élus locaux en particulier depuis les 3 dernières années. Donc on travaille sur un territoire d'une douzaine de communes hyper rurales, moins de 4000 habitants, mais on se connaît tous à cette échelle-là. Donc ça crée une convivialité aussi qui est vécue de façon très très positive par les élus locaux à une époque où les intercommunalités sont gigantesques, où il y a un vrai problème de détournement de la démocratie, parce que dans un conseil communautaire de 50 ou 60 maires, les maires ont l'impression d'être plus du tout écoutés. Voilà. Donc, par contre-coup, nous, ce que l'on fait est apprécié. Donc, pour résumer, voilà un petit peu, de façon très très schématique, l'histoire récente de la deuxième vie de Bibrac. Donc, on a commencé par un projet scientifique. On pensait, les plus audacieux pensaient qu'on allait rester sur le site une dizaine d'années, et puis après plier les Gaules et partir ailleurs. Donc, c'était le moment du classement monument historique. Donc, on avait une approche patrimoniale qui était une approche de monument, en ne regardant pas ce qui se passait autour, mais on a, dans ces années-là, commencé à constituer un dossier archéologique de la ville. Ensuite, en ouvrant le musée, en mettant en valeur le site, donc on a mis en place les outils de la gestion intégrée. Et là, on s'est posé la question de comment révéler cette ville antique, la réanimer. Par exemple, la question d'appréhender le grand paysage et de faire intervenir des paysagistes dans la réflexion. Ça s'est fait donc dans les années 90 et 2000. Et puis depuis qu'on s'est inscrit dans la politique des grands sites de France, en l'occurrence ça commence au milieu même avant 2010, mais petitement, donc vraiment de changer d'échelle et d'intégrer dans le projet un projet expérimental de territoire pour voir comment, à partir d'un attachement partagé d'une communauté, de quelques communes, un objet patrimonial partagé, on peut donner du sens à un projet de territoire inclusif, intégré, à l'époque de la transformation climatique, parce que faire des grands projets avec de l'argent public aujourd'hui, sans se préoccuper de la contribution positive que ça peut avoir à l'encaissement de la transformation climatique, qui est beaucoup plus violente et qui va être beaucoup plus dramatique que ce qu'on imaginait. Chaque année, on se rend compte que ça nous arrive dessus de façon encore plus forte et rapide que ce que l'on imaginait. Donc il faut absolument aussi, on est dans cette optique-là, d'essayer de préparer un peu cela, notre petit territoire, dans un domaine expérimental. Et puis la dernière chose, c'est qu'on est très content, ça s'est pas mal amplifié aussi depuis une quinzaine d'années, de faire de l'échange d'expériences à une échelle large, et qui dépasse maintenant largement le territoire européen, de faire du Bibrac un lieu où les professionnels du patrimoine, qui sont en charge d'espaces patrimoniaux, il s'agit de sites archéologiques ou d'espaces urbains ou de réserves de faune africaine, par exemple, de pouvoir confronter leurs pratiques et d'améliorer leur façon de travailler. Donc c'est quelque chose qui nous importe beaucoup en ce moment. Voilà, ouf, pour vous. Merci Vincent. C'est une conférence passionnante. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas Bibrac, ça va peut-être vous donner envie d'aller y faire un tour au printemps quand il fait beau. Et puis quand il y a des fouilles archéologiques aussi, c'est très. Et puis l'automne, toutes les saisons sont belles à Bibrac. Il y a des champignons en automne. Il y a des champignons en automne, voilà. Donc, on peut faire de la luge l'hiver. C'est ça. Et quand on est étudiant aussi, moi j'ai vécu Bibrac comme pour des sessions d'une semaine de travail sur, par exemple, le mobilier métallique. Et c'est vraiment pour moi un site exemplaire. On a très peu d'endroits en France où, quand on est étudiant, on peut aller passer une semaine comme ça, avoir des chercheurs qui sont à notre disposition, qui nous expliquent pendant une semaine, sous forme de stage, le travail sur le mobilier archéologique. Il y a le pendant aussi, bien sûr, sur les fouilles. Et puis une bibliothèque aussi, tu ne l'as pas dit, mais quand on est étudiant, c'est très important pour nous d'avoir accès à cette bibliothèque. On a un pass et elle est ouverte
24 heures sur 24. Ouais, toujours. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est exemplaire parce que j'ai pas vu ça ailleurs. Donc Saint-Romain, donc il a fait beaucoup de comparaisons, Vincent, entre effectivement Vienne, le territoire viennois antique et Bibracte, mais effectivement pour nous à Saint-Romain-en-Galles, l'enjeu est d'arriver à faire émerger dans notre projet dans notre nouveau projet de rénovation qui s'appuie sur le projet scientifique et culturel, donc comme Vincent vous a présenté aussi les lignes du sien, de faire émerger un site qui puisse aussi être un petit peu un laboratoire de réflexion pour l'Antiquité. Alors bon, si un jour on arrive au niveau de Bibracte, on sera content parce que lui c'est vraiment le site pour étudier l'âge du fer par excellence, mais voilà, c'est un petit peu l'objectif qu'on se donne aussi ici pour l'Antiquité. Est-ce que vous avez des questions ? Donc vous nous avez parlé de l'émigration de la ville vers Autun. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Autun, justement ? Les meilleurs du monde. Mais c'est vrai, en plus, les visiteurs qui viennent à Bibracte passent par Autun. Donc, si vous voulez, si les Autunois voulaient leur barrer la route, je serais dans une mauvaise situation. Je ne vais pas être grossier, non, je ne vais pas dire. Je suis dans une mauvaise situation. Donc, on est liés par l'histoire et on doit forcément s'entendre. Hein. Alors, on a été beaucoup, pendant longtemps, en fait, dans une espèce de cohabitation très positive, enfin voilà, très sympathique, mais pas très active. Et là, il se trouve que la municipalité d'Autun a décidé, il y a une demi-douzaine d'années, de complètement réinventer son musée municipal, qui est un musée dont les collections sont dignes d'une métropole régionale. Autun est une ville qui a un passé absolument extraordinaire. Et avec la petite difficulté, c'est que c'est une ville qui a l'assiette fiscale d'une ville de 14 000 habitants. Hein. Donc c'est un défi, hein, mais qui est superbe. Et de toute façon, voilà, on en a besoin. Donc dans ce cadre-là, il y a eu un projet qui est démarré avec 2 ans d'avance sur Saint-Romain. Donc c'est rigolo de voir. Il prend un peu le peloton, si vous voulez. C'est comme les cyclistes entre Saint-Romain et Autun. Et moi, j'ai eu le grand plaisir de participer un peu pas mal à la réflexion sur ce musée. Je dois dire que maintenant, ça marche. Je regarde ça d'un peu plus loin. Donc, quand ce musée va rouvrir, on va complètement changer la stratégie de promotion du territoire, bien évidemment. D'après ce que j'ai compris, vers 1860, le Mont-Beuvray n'était pas boisé, il n'y avait que des pâturages. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché les fouilles ? Est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient visibles ? Est-ce que c'est un paysan qui labourait, qui tombe sur des pierres ? Qu'est-ce qui a déclenché cet événement ? Je dirais que c'est l'intérêt de Napoléon III pour les Gaulois et Jules César, parce que tout le monde savait qu'il y avait un site là-haut. Hein. D'ailleurs, à la Renaissance, c'est marrant, les grandes cosmographies de la Renaissance mettent bien Bibracte sur le Mont-Beuvray. Et puis après, il y a eu un peu dans une démarche de marketing territorial, si je puis dire, Autun est arrivé à convaincre tout le monde qu'en fait Bibracte était le premier nom d'Autun. Donc quand vous regardez les grandes géographies de la fin du XVIIIe, Bibracte et Autun ne font qu'un. Hein. Et en fait, le fait déclencheur, c'est Bulliot qui travaillait avant de faire de l'archéologie romaine. Il était d'une bonne famille extrêmement chrétienne autunoise, a fait une grande enquête sur le passage de Saint-Martin Pays du Hain, parce que Martinus était l'évangélisateur de Pays du Hain. On a une chapelle Saint-Martin sur le sommet du Beuvray qui était en ruine, et c'est en allant voir cette chapelle qu'il a réalisé qu'il y avait ces très très grands fossés très visibles. Hein. Donc tout de suite il a compris qu'il avait affaire à Bibracte. Tout le monde s'en est fichu éperdument jusqu'au jour où Jules César, où Napoléon III s'est intéressé au sujet. Et là, c'est devenu un sujet même d'un conflit politique ouvert localement. On s'injuriait par journaux interposés. Donc voilà, c'était le contexte des années très particulier des années 1860, de l'intérêt impérial pour cette période très ancienne, qui fait qu'on s'est intéressé à ces sites-là. Bonjour, merci pour votre exposé passionnant. Est-ce que vous avez connaissance des raisons qui ont conduit les Éduins à bâtir leur capitale sur un site, sur un mont faiblement défendu, puisque vous avez dit que les remparts n'étaient pas très efficaces, entre guillemets, et je ne sais pas s'il y avait de l'alimentation en eau, et donc l'occupation a duré une centaine d'années, même pas.
pour redescendre ensuite vers Autun. Est-ce que c'est pourquoi les éduins en fait, se sont mis là, en dehors des voies de circulation visiblement? Je crois que je l'ai suggéré, mais je vais essayer d'être un peu plus clair. C'est que, bon, d'abord, il faut monter au sommet du Beuvray pour se rendre compte que le site n'est pas anodin en termes de panorama militaire. C'est un belvédère absolument fabuleux. Et on est vraiment dans une période où on voit, c'est pas un cas de figure unique, c'est pas singulier d'avoir une fortification qui se met en place sur un lieu naturellement défendable. C'est tout le monde celtique qui se couvre à ce moment-là de fortification. Donc il y a un besoin visiblement qui apparaît très rapidement à la fin du IIe siècle de mettre en défense des espaces vastes. Qui dit espace vaste, c'est-à-dire des armées nombreuses, ou de faire protéger une population nombreuse. Donc le fait déclencheur, c'est très probablement pas le fait de fonder une ville, mais c'est de mettre en place un point d'appui militaire. Dans un cas comme Bibrac, ce point d'appui militaire deviendra un site urbain, parce que finalement aussi, il est intéressant, il est à mi-chemin des deux voies fluviales importantes, dans une région extrêmement minière, donc il y a beaucoup d'eau sur le site, donc tout ça faisait qu'on pouvait développer une ville. Mais on a aussi des exemples d'oppida qui n'ont jamais eu le moindre occupation durable. Je pense par exemple, vous allez, si mon collègue qui vient vous présenter Avenches, la première diapo qu'il vous présentera, ce sera la diapo du Mont-Vully, Mont-Vully qui est de l'autre côté du lac de Morat, qui est à vol d'oiseau à 10 km d'Avenches. Magnifique fortification, il y a pas bien daté, mais il n'y a pas un tesson du 1er siècle avant notre ère à l'intérieur de la ville. Donc, ce qui montre bien que c'est d'abord le critère militaire qui a primé. Vous avez indiqué, monsieur, l'intérêt de garder ce paysage ouvert pour les projets qui vous occupent. Et vous avez parlé de pâturage. Aujourd'hui, quels sont les liens entre élevage, pâturage et le site? Est-ce que vous pouvez compter sur les éleveurs s'il y en a encore? Comment ça marche? Comment vous faites pour réouvrir? Alors, sur le site lui-même, c'est pas trop difficile parce qu'on a la maîtrise foncière. Il se trouve que depuis 2 ans, on met les terrains gracieusement à disposition d'une nouvelle ferme qui vient de s'installer au pied du site, une ferme bio. Donc ça nous permet d'éviter de broyer avec des tracteurs. Donc ça, c'est facile. Mais donc c'est dans le cadre d'une action plus large, d'essayer à la fois de négocier l'avenir de l'agriculture. Aujourd'hui, on est dans un système de production agricole qui emploie très très peu de monde et qui n'a pas d'avenir. Je ne rentre pas dans le détail. Donc c'est même une nouvelle fonction qu'on a mis en place au sein de l'établissement. J'ai maintenant une collègue que je partage avec la Chambre d'agriculture pour favoriser la transmission d'exploitation agricole et l'installation des nouveaux exploitants autour du site, en essayant de les mettre en réseau avec les acteurs des services et de l'économie touristique notamment. On s'est aperçu que si on ne mettait pas la main à la pâte là-dessus, dans 20 ans, on est dans un espace complètement fermé, et je dirais complètement enfriché, parce que même la forêt que l'on a aujourd'hui se dégrade énormément. Donc on va se tourner de plus en plus vers une espèce de forêt méditerranéenne de très très médiocre qualité, et en plus extrêmement vulnérable à l'incendie, ce qui est aussi un énorme sujet d'aujourd'hui, qui fait qu'entretenir des espaces agricoles, c'est aussi des couloirs qui permettent de se battre contre les incendies. On est vraiment, si vous voulez, nos questionnements dans nos métiers de gestionnaire d'espaces patrimoniaux aujourd'hui sont en train de se faire bouleverser complètement avec ces enjeux qui arrivent, qui nous surgissent à la figure. La question de l'eau est aussi un énorme problème. Là, on démarre un projet de recherche sur l'eau cette année, etc. Bonjour monsieur, moi ma question est très simple. Sur un site comme celui-ci, le ravitaillement en eau, comment se faisait-il? Par de captage de plusieurs sources, par des canaux Alors déjà, donc, je parle d'avant la transformation climatique qui est en train de se faire, qui est en train de tout bouleverser. Déjà, on est le premier sommet depuis l'Atlantique, donc une pluviosité qui est exceptionnelle. Regardez sur les cartes de pluviosité, on est à plus de 1800 mm d'eau sur le Beuvray, c'est-à-dire qu'on est au même niveau que les Gouales, on est le record national. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, on a le socle géologique, c'est des roches volcaniques anciennes extrêmement imperméables. Donc ce qui fait que on a des résurgences d'eau très très haut sur les pentes à l'intérieur. Il y a une douzaine de sources à l'intérieur des remparts. Donc il y avait de l'eau. Et il y avait quelques aménagements, bizarrement assez peu, ce qui montre qu'ils n'avaient pas vraiment le besoin,
de forage qui ressemblent à des puits, mais qui sont en fait des espaces de stockage des eaux de ruissellement, des eaux de pluie. Donc c'était, voilà, il y avait de l'eau sur la montagne. Est-ce qu'il y aura encore de l'eau demain sur la montagne? C'est un autre sujet. Y a-t-il d'autres questions? Bon, ça a suscité déjà beaucoup de questions. C'est vrai que ton exposé était déjà très clair. Bon. Merci pour votre patience, parce que vous avez été... Merci Vincent, merci à vous.